Dans cet épisode, je vais décrire les constituants élémentaires de la matière, tels que décrits dans la théorie physique admise aujourd'hui comme la plus aboutie, appelée le modèle standard de la physique des particules. Pour ce faire, je ne vais pas suivre une approche historique, mais une approche dite haut vers bas, comme dans l'épisode précédent. Comme précédemment, il faut en premier lieu une structure mathématique à notre modèle, un potentiel. Le potentiel le plus simple a longtemps été choisi par défaut, et cela a longtemps posé une grande énigme aux théoriciens, à savoir l'origine de la masse. Nous avons vu en effet dans l'épisode précédent que le théoricien ne choisit pas directement les caractéristiques des particules et des interactions, mais les déduit en les plaçant dans le minimum du potentiel et en appliquant la théorie quantique des champs. Or, si l'on choisit le potentiel le plus simple, la théorie quantique des champs implique que la matière n'a pas de masse. C'est François Englert, Robert Brout et Peter Higgs qui ont suggéré en 1964 l'utilisation d'un potentiel plus complexe, différent de celui par défaut. Aujourd'hui, le modèle standard vit dans la structure mathématique suivante, qui est certes plus compliquée que la précédente, mais a l'avantage de donner une masse non nulle à la matière. L'apparition d'une masse non nulle, due à l'utilisation de ce potentiel, est ce que l'on appelle le mécanisme de Brout-Englert-Higgs, souvent abrégé en mécanisme de Higgs. Finalement, la structure mathématique du modèle standard est la suivante. C'est un chapeau mexicain. C'est un potentiel tridimensionnel, tridimensionnalité due à de bonnes raisons mais trop complexe pour être exposée dans cette vidéo. Bien, nous avons la structure mathématique. L'étape suivante est l'introduction de particules. Dans le modèle standard, les particules sont au nombre de 12. Et elles sont résumées dans le tableau suivant. Les théoriciens n'ont pas inventé ces particules. Elles ont été découvertes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle en brisant la matière dans les accélérateurs de particules. La dernière étape est l'introduction des interactions. Dans le modèle standard, les interactions sont au nombre de 3. L'électromagnétisme est responsable des phénomènes électriques et magnétiques. L'interaction faible est entre autres responsable de la radioactivité. L'interaction forte est entre autres responsable de la cohésion des noyaux des atomes. Je m'explique. Un noyau atomique étant composé de protons et de neutrons, et les protons se repoussant selon les règles de l'électromagnétisme, un noyau devrait exploser si rien ne collait les protons ensemble. Ce rôle de collage est assumé par l'interaction forte. Les ingrédients du modèle étant définis, il ne reste plus qu'à tout mettre dans le minimum du potentiel et à appliquer la théorie quantique des champs pour en déduire les caractéristiques de la matière, les règles associées aux interactions, et les particules supplémentaires associées aux interactions et à la structure mathématique, ces quantas d'énergie, ces bosons, qui n'ont pas été directement introduits, mais sont des conséquences directes de la théorie quantique des champs. Voici quelques conséquences très importantes que l'on trouve en appliquant la théorie quantique des champs à notre théorie. Tout d'abord, à chaque particule de matière est associée une autre particule, qui est comme le reflet de l'original, c'est-à-dire possède des caractéristiques symétriques, par exemple une charge électrique opposée. Cette nouvelle particule est appelée antiparticule, et l'ensemble des antiparticules forme l'antimatière. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines vidéos. Pour le moment, retenez juste que c'est une simple conséquence de la théorie quantique des champs, et surtout que l'antimatière n'est pas plus étrange que la matière. On aurait très bien pu introduire l'antimatière dans le modèle, et on en aurait déduit l'existence de la matière. Une autre conséquence très importante, que j'ai déjà évoquée, est l'apparition d'une masse non nulle à la matière. On déduit également toutes les règles permettant aux particules d'interagir en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, on trouve que deux particules U et une particule D peuvent se lier via l'interaction forte, donnant un proton. Deux particules D peuvent se lier à une particule U, à nouveau via l'interaction forte, donnant un neutron. Protons et neutrons peuvent se lier pour former des noyaux d'atomes, et les noyaux d'atomes peuvent se lier aux électrons pour former des atomes, et les atomes peuvent se lier entre eux pour former des molécules, etc. Enfin, les quantas d'énergie, ces nouvelles particules qui apparaissent lorsque l'on applique la théorie quantique des champs aux interactions et à la structure mathématique, sont les suivantes. Pour l'électromagnétisme, il y a un type de particules supplémentaires, le photon. Pour l'interaction faible, il y a 3 types de particules supplémentaires, les bosons Z0 et W+, W-. Pour l'interaction forte, il y a 8 types de particules supplémentaires, appelées gluons, car elles collent les particules de matière. Enfin, la pièce manquante du modèle standard, la particule supplémentaire liée à la structure mathématique elle-même, est le boson de Higgs. Sa détection en 2012 a marqué une profonde victoire du modèle standard, puisqu'elle a confirmé la présence d'un potentiel plus complexe que celui par défaut, expliquant notamment la masse des particules. Voilà,
Tout ce tableau, qui n'est pas beaucoup plus compliqué que le modèle que nous avons bâti dans l'épisode précédent, constitue le modèle standard de la physique des particules et permet de rendre compte de la grande majorité des phénomènes physiques observés.